Bonjour et bienvenue. On est avec Vincent Comtois, qui est naturopathe, préparateur physique et copropriétaire des suppléments naturels ATP. On avait déjà fait des chroniques et on est de retour. Bon retour et bienvenue, Vincent. Merci. Ça fait plaisir, en tout cas, de te retrouver. Moi aussi. On a pris une bonne petite pause, mais ça me permet de revenir en force là. Et voilà, et revenir en force, pour le moment, on s'en va lentement mais sûrement vers le printemps. Et pour certaines personnes, il y a quelque chose qui leur parle en dedans puis qui dit, là, j'ai une coupe de livres en trop, donc on va parler cardio et de perte de poids aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est toujours un peu la même affaire. Période des fêtes, après ça, c'est les résolutions. Il y a une petite période d'accalmie, puis là, quand le beau temps arrive, nécessairement, là, c'est le sprint du maillot de bain que j'appelle. Fait que les gens veulent perdre du poids, puis souvent, on a droit à toutes sortes de mythes et certaines façons farfelues de vouloir perdre du poids. Là, il y a des diètes miracles et toutes sortes de formes d'entraînement un peu plus rocambolesques les unes que les autres. Fait que nous, on va essayer de faire le ménage là-dedans aujourd'hui en donnant des points clés là, qui peuvent aider les gens à mieux performer, disons, à avoir des meilleurs résultats. Là. Tu parles de clés. Il y en a 5, bien sûr. Et la première, c'est quoi exactement? C'est ça. On a 10 ans 5 clés pour être capable de faire une chronique qui ne dure pas 2 heures, parce qu'on pourrait parler de ce sujet-là longtemps, on s'entend. Oui. Fait que les 5 clés, dans le fond, c'est l'environnement. La première chose, c'est l'environnement dans lequel on est. Donc, si une personne désire de perdre du poids, il faut qu'il y ait un environnement propice. Quand on parle de l'environnement d'une personne, on parle de son environnement en général. Donc, ça peut être la relation avec les autres, ça peut être le niveau de stress que la personne a. On va parler d'alimentation un peu tantôt, mais ça fait partie aussi de l'environnement nutritionnel de la personne, les heures des repas, est-ce qu'on est capable de coordonner? Donc, est-ce qu'on est capable d'avoir un équilibre, un environnement qui est propice à avoir une discipline ou avoir quelque chose qui est structuré dans le temps? Parce que souvent, les gens, on rajoute un environnement, c'est-à-dire un mode de vie qui est un peu tout croche. Il y a des heures régulières, coucher à des heures régulières, les heures de repas, sur le bout de la table, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment gérer l'environnement de l'individu d'abord. Pour dire, dans un environnement qui est bien structuré, on peut rajouter ou enlever des choses pour s'attendre à avoir des résultats. Sinon, le contraire n'est pas possible. Les gens qui sont mal organisés, ils réussissent pas dans un processus de perte de poids, ou s'ils perdent du poids, ils réussiront pas à le maintenir. Fait que c'est l'environnement, la première chose à regarder. Okay. La deuxième point, c'est l'alimentation, bien sûr. Là, c'est le point que tout le monde a son opinion, un peu sa façon de faire. L'hormone maîtresse du gain de poids, c'est l'insuline. On en parle de plus en plus. On a pointé du doigt pendant des années le gras, mais on s'aperçoit que des gens qui mangent peu de gras et mangent plus une alimentation qui est riche en glucides vont tendance à gagner du poids plutôt qu'à en perdre. Même s'il baisse les calories. Là. Fait qu'il faut vraiment baisser la sécrétion de l'hormone qui s'appelle l'insuline, qui est une hormone de stockage. Fait que la première chose, il faut baisser les glucides dans l'alimentation. Il faut couper à peu près toutes les sources de glucides, à part les légumes et un peu de fruits. Tous les féculents sont à vraiment proscrire ou diminuer le plus possible. Parce qu'il faut comprendre que les féculents, c'est de l'énergie. Là, on décide d'aller chercher dans nos réserves d'énergie pour être capable d'avoir une perte de poids. Donc, si on apporte de l'énergie régulièrement, ça va être difficile pour notre corps de dire, regarde, je vais aller chercher dans mes réserves quand j'ai un apport régulier. Il faut nécessairement qu'il y ait un déficit au niveau énergétique pour être capable d'aller puiser dans les réserves. Et ce déficit-là est beaucoup plus stable, beaucoup plus facile à voir si on a une alimentation qui est faible en glucides. Donc, une alimentation relativement riche en protéines, puis assez riche en gras, étrangement. Les gens ont peur, mais le gras de bonne qualité, c'est important. C'est hyper important pour la santé. Premièrement, on parle de plus en plus d'alimentation kétogénique ou cétogénique, si on veut dire en français correctement. Et c'est une alimentation qui est très faible en glucides. On parle à peu près 5 de l'apport calorique quotidien en glucides. C'est extrême. Dans certaines maladies, c'est très intéressant. Il y a des études hyper intéressantes sur le cancer, sur les gens qui font des épilepsies, ainsi de suite, des maladies dégénératives au niveau du système nerveux. Mais il faut savoir que pour perdre du poids, on n'est pas obligé de se rendre en cétose. Mais il faut être, moi je dis souvent, paléo sur le bord de la cétose. Donc une alimentation qui va tourner autour de 20 de notre apport calorique en glucides sous forme de végétaux et très peu de féculents. Donc le reste du pourcentage devrait être séparé à peu près à apport égal entre les protéines et les lipides pour avoir une alimentation qui est structurée à ce niveau-là. OK, puis on est rendu maintenant à la clé numéro 3. Oui, la 3, c'est l'entraînement. Nécessairement, là, tout le monde essaie de perdre du poids en faisant du cardio. Là, c'est la technique qui est la plus utilisée. Les gens se lancent sur les appareils cardiovasculaires, faire du tapis roulant, parce qu'on a l'impression que quand on a chaud, on perd plus de poids. Les gens associent transpiration, on va avoir chaud à perdre de poids. Et pourtant, c'est à peu près le contraire. C'est-à-dire que quand on produit beaucoup de chaleur, le corps cherche à nous refroidir, si on veut, et ça a un effet qui est un peu contraire sur le métabolisme. On a plus de facilité à perdre du poids si on a froid. Enfin, c'est une chose que je vais rajouter tantôt, on va parler du contraste de température post-entraînement. Mais pour l'entraînement cardio, si on veut perdre du poids, c'est-à-dire notre objectif premier, c'est pas d'augmenter notre capacité cardiovasculaire. Notre objectif, c'est pas d'avoir un meilleur VO2 max ou avoir une meilleure densité au niveau des mitochondries, mais on veut vraiment brûler plus de gras. L'entraînement doit être fait dans une zone qu'on appelle cardio. Donc, la meilleure façon pour les gens qui sont pas bien en forme, c'est de faire
faire du temps, c'est-à-dire de faire des longues périodes de cardio. Ça devrait une demi-heure, 45 minutes, qui devrait être éventuellement raccourci et augmenter en intensité. Donc, aller de plus en plus vers un entraînement qu'on appelle HIIT, High Intensity Interval Training, donc un entraînement en intervalle. Les intervalles devraient être de 2/1, c'est-à-dire 2 fois plus de périodes calmes pour une période rapide. Exemple, je marche pendant 2 minutes, je cours pendant 1 minute. Plus je suis en forme, plus je peux monter l'intensité, mais le ratio devrait toujours rester 2/1. Okay. Pour une période de peut-être 15 à 30 minutes, dépendamment de notre niveau de forme physique. Donc, on commence avec ce qu'on appelle un steady pace cardio, donc un entraînement cardio régulier. Puis après ça, on ajoute de l'intensité pour être capable d'aller chercher un peu plus dans nos réserves et de stimuler notre corps à être plus performant en même temps. Et l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est l'entraînement en musculation qui est hyper importante pour construire un métabolisme de base. Donc, le plus important, c'est d'avoir un bon métabolisme de base. Si notre métabolisme est au ralenti, nécessairement, on va avoir de la difficulté à perdre du poids et à le maintenir. Fait que pour avoir un bon métabolisme de base, il faut avoir une bonne masse musculaire. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire de l'entraînement musculaire. Les femmes, souvent, on parle, moi, je suis musicien. À la minute que je lève un poids, j'ai des gros bras, puis ça. La réalité est tout autre, là. On se rend compte que les gens ont l'impression, parce qu'ils ont une pompe, ils ont un engorgement de sang dans le muscle, qui ont un effet d'hypertrophie. Et pourtant, c'est pas le cas, là. Il n'y a pas de gain musculaire. Quand tu es en restriction calorique, tu es dans un processus de perte de poids, c'est assez rare que j'ai vu ça. Oui, je veux dire à peu près jamais. C'est extrêmement long. Oui. C'est extrêmement long aussi d'avoir une masse musculaire. C'est pas en 2 semaines que ça se fait ou en simplement 2 ans. Là. C'est beaucoup de temps. Ça prend du temps. C'est sûr qu'au début, on peut se sentir, comme je disais tantôt, un effet de pompe. On a l'impression qu'on gagne un peu de masse musculaire, mais sur le moyen et long terme, les gens perdent beaucoup plus de gras qu'ils gagnent de muscle, qui perdent du poids de toute façon. Et ils ont beaucoup plus de facilité à le garder parce que le gain de masse musculaire augmente le métabolisme de base. Donc, il permet de brûler des calories même au repos. Donc, l'entraînement musculaire est très important. Ça prend un entraînement de type hypertrophie, puis idéalement pour la perte de poids, un entraînement de type circuit. C'est-à-dire que, mettons, on peut combiner 4 exercices consécutifs qui alternent le haut et le bas du corps. On fait ça pendant une période de plusieurs circuits ou un grand circuit pendant une période de près de 45 minutes, suivi d'un entraînement cardio ou combiné avec du cardio. Mais pas juste du cardio. L'important, c'est qu'il faut comprendre que le cardio, ça limite la perte de poids. Ça a un effet, ça dépense des calories, mais ça n'a pas d'effet sur le métabolisme basal, puis il faut augmenter le métabolisme. Donc, la musculation est à prioriser avant le cardio. Si vous faites du cardio, mais vous l'ajoutez à votre musculation, vous ne remplacez pas la musculation par du cardio. Si je calcule bien, c'est pas compliqué. 1h30 et tout est fait. Oui, absolument, c'est vrai. On parle de ça. Puis la fréquence est importante aussi. Si les gens s'entraînent une fois ou 2 par semaine, ils ne vont pas avoir de succès. On parle de près 30 minutes d'activité physique par jour. Fait que si vous ne faites pas tous les jours, il faut avoir des séances plus longues quand vous en faites. Donc, on parle de près d'1 heure, 3 à 4 fois par semaine, 1h30. Ça dépend toujours, d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui ont un métabolisme plus lent, il y en a qui ont plus de poids à perdre. Donc, ça peut être, mais tout autour, cardio inclus, là, autour de 60 à 90 minutes maximum. Les entraînements trop longs, c'est pas mieux. Ça nuit à la récupération. Les gens ont plus de difficultés à récupérer, puis éventuellement, ils vont se fatiguer. C'est important d'être autour de 60 à 90 minutes maximum. Sinon, c'est trop long aussi, la motivation part avec. Oui, définitivement, les gens, c'est le premier argument des gens pour ne pas faire d'exercice, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Fait qu'il ne faut pas leur donner non plus des entraînements qui sont trop longs pour leur donner justement raison de dire qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Moi, je dis souvent aux gens, la meilleure façon, souvent, c'est de couper en deux si vous avez la capacité de le faire votre entraînement, mettons, cardio le matin, et faire votre musculation plus tard, d'en avoir 2 stimulations métaboliques dans la même journée, ce qui est beaucoup plus performant qu'une seule. Fait que, moi, j'aime mieux des entraînements qui sont entrecoupés ou séparés que d'un entraînement qui est trop long d'un coup pour augmenter des hormones comme le cortisol et tout ça. On ne rentre pas dans les détails, c'est complexe, mais des entraînements trop longs, c'est pas mieux non plus. Mais pour avoir une dépense calorique, il faut quand même avoir un certain volume d'entraînement. On ne peut pas s'attendre à avoir une dépense calorique assez importante pour avoir une perte de poids en faisant 15 minutes d'exercice non plus. C'était le point numéro 3. Oui, le point numéro 3, oui, puis un petit détail, c'est ça, il y a des études intéressantes qui sont faites sur les douches froides. Après l'entraînement, on voit ça de plus en plus, les athlètes prennent des bains de glace là, après l'entraînement pour baisser les mécanismes d'inflammation, pour aider au corps à récupérer plus rapidement. Ils se sont rendus compte que ça augmentait aussi le métabolisme des athlètes, puis ils perdaient du gras plus rapidement. Ça stimule certains tissus adipeux qu'on appelle les tissus adipeux bruns. En anglais, on appelle ça les BAT, donc Brown Adipose Tissue. Donc, c'est le tissu adipeux brun qui a des mitochondries, donc il a une capacité de brûler de l'énergie. Et quand on a froid, ça stimule ce gras-là à brûler plus d'énergie. Donc, le contraste de température augmente la dépense calorique, mais il faut avoir froid et non chaud. Au contraire de ce que les gens pensaient, de s'habiller puis d'avoir des transpirations intenses, après un entraînement où on a eu très chaud, avoir une douche très froide, le contraste nous augmente encore plus la dépense calorique. Il faut être plus brave que la moyenne pour faire ça, mais c'est prouvé efficace. Donc, c'est un truc de plus. Pas obligé de le faire. Je vais accélérer le processus. Vous avez atteint un plateau dans votre perte de poids. Ça peut être un plus. Là. Donc, la douche froide post-entraînement. Un petit truc en passant. Maintenant, le numéro 4, c'est quoi, mon beau Vincent?
Le repos, c'est bien important. Les gens ont tendance à être bien stressés, avoir des envies de vouloir faire beaucoup d'exercices, comme vous dites tantôt, et plusieurs séances d'entraînement. Quand on veut perdre du poids, souvent, on en fait plus que pas assez. C'est bien d'être bien motivé, mais il faut récupérer. Si on veut progresser dans le temps, il faut bien récupérer. Il faut que les gens soient capables de se coucher assez tôt le soir puis de dormir efficacement. Donc, pour avoir un repos efficace, il faut que le soir, on soit dans un environnement qui est tranquille. Éviter la lumière bleue, on en parle de plus en plus. Là. Le contact avec la lumière bleue qui augmente la production de cortisol, qui nuit à la sécrétion de mélatonine, donc qui va court-circuiter les mécanismes efficaces du sommeil. Donc, le soir, là, on devrait se mettre dans un environnement qui est tranquille, lumière tamisée, méditer si c'est possible, relaxer avant d'aller se coucher, puis dormir une nuit qui nous repose. Donc, le matin, il faut se sentir reposé. Donc, le repos, si les gens sont fatigués, ont de la misère à dormir, puis tout ça, c'est une des premières choses qu'il faut regarder. Avant d'augmenter le volume d'entraînement d'un individu, changer son alimentation, il faut regarder qu'est-ce qui peut nuire à son sommeil. Souvent, en changeant le mode de vie, donc en faisant plus d'exercices, en mangeant mieux, bien, ça améliore le sommeil aussi, donc ça devient un effet secondaire positif du changement d'habitude de vie. Mais il faut quand même poser des questions là-dessus, puis regarder ce que les gens font, parce que si je me repose pas assez, puis je m'entraîne 4-5 fois par semaine, mais le résultat que je vais avoir, c'est que je vais me retrouver plus fatigué, puis je risque de perdre de la masse musculaire, puis donc échouer dans mon processus de perte de poids. Là. Donc le repos, très, très important, des bonnes nuits de sommeil. Et pour terminer, la 5e clé, Vincent? Le 5e, c'est les suppléments. Il y a beaucoup de supplémentation qui est proposée pour la perte de poids. Les gens prennent des fat burners, qu'on appelle, donc on avait fait une chronique là-dessus. Oui. Des produits qui sont spécifiques à la perte de poids. Il y a des produits intéressants là-dedans. C'est pas tous des mauvais produits, mais c'est pas la base. La base, c'est l'alimentation. Les erreurs alimentaires ou les carences alimentaires qui posent problème dans une perte de poids, la première chose, c'est le manque d'oméga 3. Les oméga 3 sont bons pour la gestion d'insuline, sont bons pour contrer l'inflammation. C'est très important d'avoir un bon niveau d'oméga 3. Et comme l'alimentation nord-américaine, même de qualité, je dirais, supérieure et riche en oméga 6, parce que les gens qui ne mangent pas de la viande bio vont avoir des animaux qui ont quand même un ratio assez élevé d'oméga 6. On parle d'un ratio de 15:1. Puis si on va dans la viande, c'est-à-dire grass-fed, on parle d'un ratio 1:1 oméga 6, oméga 3. Donc, c'est très difficile, si on fait un résumé, d'aller chercher des oméga 3 dans notre alimentation. Même les poissons sont de plus en plus carencés. Donc, ça prend un supplément d'oméga 3. Je dirais à peu près l'équivalent d'une cuillère à table à 2 cuillères à table par jour, 10 grammes d'oméga 3 par jour pour une personne de perdre du poids. Là, c'est un minimum, mais c'est très, très important en termes de supplémentation. La vitamine D est très importante aussi au niveau d'un paquet de processus du système immunitaire, mais aussi du système musculo-squelettique. Donc, la vitamine D, beaucoup de carences. Donc, on essaie de contrer les carences, puis je dirais une bonne multivitamine. C'est les 3 suppléments qui sont essentiels, je dirais, pour quelqu'un qui veut s'assurer d'avoir une bonne perte de poids qui est santé en même temps. Le reste, ça deviendrait du bonus, mais ça ne serait pas de l'essentiel. Parfait. Donc, c'est les 5 clés d'une perte de poids en santé, là, si on veut. Alors, pour leur rappeler, c'est quoi exactement? Bien, la première clé, c'est l'environnement. La deuxième, c'est l'alimentation. La troisième, l'entraînement. La quatrième, le repos. La cinquième, des suppléments oméga 3, vitamine D et multivitamines. Merci beaucoup, Exactement, Vincent. tu as bien compris la leçon. Ah ben oui, moi, j'écoute le maître. C'est bien, merci. Je te remercie beaucoup, Vincent, de nous éclairer comme ça juste avant le printemps pour qu'on soit belle dans notre bikini et beau pour votre petit J-string. Et maintenant, pour les gens qui aimeraient avoir plus de renseignements ou qui aimeraient te contacter pour avoir des services, à quel endroit qu'on peut te contacter, Vincent? Le plus facile, c'est par courriel au vincent@atplab.com. Mais merci beaucoup et on se redonne rendez-vous pour un autre chronique. Au plaisir, oui.